Bonjour à tous, bienvenue à cette session de webinaire de l'outil Datami. On attend encore quelques personnes, il y a pas mal de gens déconnectés encore, donc je vous propose qu'on commence d'ici 1 minute. En attendant, je vous invite à vous présenter dans le chat en bas à droite, peut-être me dire qui vous êtes, de quelle structure vous dépendez et aussi les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui, peut-être soit par le biais de votre rapport à la donnée, soit vos attentes vis-à-vis de la séance d'aujourd'hui. Voilà, je vous invite à faire ça pendant qu'on attend les dernières personnes et puis ensuite on commencera d'ici 1 minute ou deux. À tout de suite. Merci à toutes les personnes qui se présentent via le canal de chat. Je vois qu'on a à la fois des représentants des collectivités territoriales et des personnes qui travaillent dans le secteur privé, donc c'est très bien. Je vous propose qu'on commence, les retardataires prendront en route et puis, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas, hein, à nouveau à vous présenter dans le chat. Je vous propose qu'on commence par se présenter, Julien et moi, et puis ensuite je laisserai la main à Julien pour la présentation de l'outil Datami. Pour les petites questions, plutôt d'ordre pratico-pratique, donc, il y a le canal chat en bas à droite, comme certains d'entre vous l'ont vu. Et l'ont déjà utilisé. Si vous souhaitez aussi prendre la parole autrement que par écrit, je peux ouvrir vos micros, donc n'hésitez pas à nouveau à me faire une demande dans l'onglet chat. Je pourrais ouvrir votre micro. Voilà, je voulais aussi vous prévenir qu'on va enregistrer cette session de webinaire qui sera ensuite diffusée sur les réseaux sociaux via YouTube. Donc voilà, à titre informatif, cette session est enregistrée et sera diffusée. Voilà, donc je vous propose maintenant qu'on passe aux présentations et ensuite à la démonstration de l'outil Datami. Pour ma part, je suis Vincent Caillot, enchanté. Je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dans une équipe qui s'appelle l'Incubateur des territoires et qui a pour mission de développer des services publics numériques, avec et pour les collectivités territoriales. Et dans ce cadre-là, au moment du plan de relance France Relance,
On a lancé une grande consultation pour étudier les solutions qui existaient déjà en France, et on en a financé donc une cinquantaine de services publics numériques qui pourraient être adressés aux collectivités territoriales, qui sont soit portés par des collectivités territoriales, soit portés par des acteurs privés, à l'instar de la coopérative Multi dont fait partie Julien. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a financé Datami, hein, qui fait partie des 50 projets lauréats, puisqu'on a jugé qu'ils pouvaient avoir un intérêt à être déployés auprès des collectivités territoriales. Voilà, ce projet, au même titre que les 50 autres, ils ont fait l'objet du coup ils ont bénéficié d'un financement direct, mais également d'un financement direct où on a pu flécher du coup un certain nombre d'expertises, comme le design, le développement, le passage à l'open source ou le déploiement. Et aujourd'hui, cette présentation se fait du coup dans ce cadre-là de l'accompagnement de l'ANCT, de l'accompagnement de Datami par l'ANCT, pardon. Voilà, Julien, je te laisse reprendre la main et je te laisse te présenter. Bonjour, merci à tous et à toutes d'être là. Moi, je m'appelle Julien Paris, donc je suis développeur dans la coopérative numérique Multi et cofondateur et associé. On a le statut de SCOP, donc société coopérative de production et participative. Et dans le cadre justement de ce plan de relance, on avait déposé un dossier de demande de financement, de subvention auprès de l'ANCT pour justement retravailler sur un outil qu'on avait auparavant. Comme vous pouvez le voir là sur le petit bandeau, il s'appelait HappyViz. C'était un outil de cartographie. Et puis on a déposé ce dossier justement de demande d'aide pour pouvoir passer d'un outil qui faisait purement de la cartographie à un outil qui faisait un peu plus, voire beaucoup plus. Et entre autres, on avait besoin de travailler les questions de mise à jour de données. Donc nous, chez Multi, on travaille essentiellement à produire des outils open source, à essayer de transformer nos outils open source en outils libres, c'est-à-dire des outils à la fois dont le code source est ouvert, mais qui sont qui cherchent à être le plus documentés possible pour être réutilisables sans forcément qu'on ait à intervenir, du moins le moins possible. Et ce qu'on a fait, c'est que cet outil qui au départ faisait juste de la cartographie, on s'est demandé comment l'améliorer pour, pour le rendre à la fois plus efficace en termes de valorisation de données, c'est-à-dire comment on peut récupérer des données sous format essentiellement tableur et les rendre plus facilement visualisables sur des sites, mais aussi comment on peut améliorer leur mise à jour de ces données sans justement passer par des outils techniquement trop complexes ou alors par des process eux-mêmes assez complexes techniquement ou humainement. La dernière contrainte, dans notre cahier des charges sur Datami, c'était que cet outil-là, il devait être le moins coûteux possible, le moins coûteux donc à la fois techniquement et humainement et financièrement. C'est-à-dire qu'on voulait simplifier au maximum l'utilisation d'un outil de valorisation de données pour des acteurs qui, pour des raisons X ou Y, n'ont soit pas beaucoup de compétences techniques ou pas de moyens financiers pour développer leurs propres outils de data visualisation, mise à jour de données, le tout en respectant en fait le cadre à la fois légal et éthique que suppose le fait de mettre des données en open data par des acteurs publics ou parapublics. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu une présentation. En même temps, vous pouvez aller voir sur le site vitrine de Datami que je vais vous mettre en lien dans le chat. Les premiers, voilà, c'est dans le chat. Donc sur le site vitrine, vous verrez directement, après avoir scrollé quelques centimètres, un exemple d'intégration sur lequel vous pourrez en même temps
manipuler, puis vous faire votre idée. Alors, au niveau de la présentation. Donc en gros, le principe général de Datami, c'est de passer d'un tableur, ou en tout cas de données, qui en général sont produits sous la forme de tableur Excel ou Google Sheet ou Airtable, etc., à des données qu'on peut décemment mettre sur un site, sur le site d'une collectivité, sur le site d'une région et sur le site de différents partenaires, avec tout ce qu'elles ont de potentiel d'intelligibilité. C'est-à-dire de vraiment accentuer le fait que les données qu'on produit sur un Excel, c'est des données un peu abstraites, et qu'en fait, il suffit de pas grand-chose finalement pour arriver à les voir sur une cartographie ou sous la forme de catalogue, sous la forme de fiches, enfin de les rendre intelligibles à des publics quels qu'ils soient. L'outil Datami, c'est d'abord un outil de type widget. C'est un outil qu'on peut, sur lequel justement on peut faire tout ce travail de valorisation des données et en gros, un peu comme un module qu'on aurait sur un plugin qu'on aurait sur WordPress, ou je ne sais pas si vous êtes très familier avec ça, mais en gros, c'est un bout de bloc, c'est un bloc HTML, c'est un bout de code le plus simple possible qu'on peut copier-coller d'un site à l'autre. Et le but de cela, c'est qu'en fait, on puisse travailler toujours sur les mêmes données, mais qu'on puisse multiplier les endroits où ces données sont visibles et valorisées et utiles. Donc en fait, ce système permet à la fois, justement d'un point de vue purement technique, de dupliquer sur tous les sites partenaires que vous avez et sur le vôtre aussi cette visualisation, mais aussi de pouvoir travailler toujours sur la même source de données, histoire de ne pas avoir à maintenir 50 sites différents quand on veut vraiment travailler sur les mêmes données. Un des intérêts justement de cette évolution de notre outil précédent vers Datami, c'est qu'on récupère toutes les fonctionnalités qui existaient sur l'outil précédent, qui étaient essentiellement des fonctionnalités de visualisation cartographique. Et si on s'attarde un petit peu là-dessus, des données cartographiques, on en a eu souvent besoin. Historiquement, l'outil Datami, l'outil Appiviz qui est devenu aujourd'hui Datami, a beaucoup servi pour les hubs d'inclusion numérique. Donc la petite parenthèse que je peux faire ici, c'est qu'en fait, pour l'historique, c'est que les hubs d'inclusion numérique étaient dans la position où ils étaient des référents, ils sont toujours des référents régionaux, et ils doivent recenser des lieux sur un territoire, sur une région, et c'est un acteur qui doit faire en gros un tableur sur lequel il y a des centaines, voire des milliers de lieux qui sont présents sur le territoire et pour lesquels il faut indiquer quels sont ses horaires d'ouverture, quel est le nom du lieu, quel est son numéro de sirène, qu'est-ce qu'il peut y avoir, quel type de public, quel type de formation ils reçoivent. Et donc ce travail-là, qui est sous la forme au départ de tableau, il a vocation, comme il s'agit de lieux, d'être représenté sous forme géographique, parce que derrière ce travail-là de recensement, il y a des publics qui ont besoin de se repérer sur ces cartes et qui ont besoin à la fois de se repérer et de chercher, de trouver des lieux et de pouvoir orienter les publics qui sont en besoin de médiation numérique, etc. Donc, donc cette fonctionnalité de cartographie, elle fait vraiment partie intégrante du projet, sachant que certaines données n'ont pas de vocation à être représentées géographiquement, d'autres si. Et tout l'intérêt justement du système de widget, c'est vraiment pouvoir adapter la visualisation au type de données que vous avez. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un outil qui est sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction des données que vous avez, on peut avoir des visualisations qui sont différentes et
tout ça avec le même outil de départ. Le, la grosse évolution dont je vous parlais au tout début, par rapport à l'outil de cartographie, on va dire un peu statique, qu'il y avait auparavant, c'est la possibilité de mettre à jour les données directement depuis l'outil. Donc, il y a un bouton de contribution, que vous pourrez voir là, je vous mettrai ça sur le... Je passerai tout à l'heure à une visualisation un petit peu animée de tout ce que je vous raconte tout de suite. Mais en gros, la grosse fonctionnalité qu'il y a aujourd'hui, de plus qu'avant, c'est de permettre à des utilisateurs de contribuer un peu dans l'esprit, mais j'insiste juste sur le fait que c'est dans l'esprit de Wikipédia. C'est pas exactement le même système que Wikipédia, mais ça s'en inspire beaucoup. C'est le principe de pouvoir proposer des modifications et et ces modifications, quand elles sont proposées, elles sont dans l'attente de la validation par le responsable du jeu de données. Donc, toujours dans le cadre de cette réflexion sur un outil à la fois de cartographie et de mise à jour de données, on s'est posé la question des rôles qui pouvaient exister quand il s'agit de mettre en open data des données. Eh bien, on identifie vraiment deux casquettes. Il y a la casquette du contributeur ponctuel, c'est-à-dire un internaute qui viendrait et qui voit sur un jeu de données qu'il manque une virgule, il manque une entrée, la géolocalisation est pas bonne, etc. Et ce qu'on avait envie de faire, c'est de simplifier le parcours pour qu'un utilisateur de ce type-là, il arrive sur des données, il voit une erreur, il propose une modification et il l'envoie. Et point barre. Et quand je dis ça en supposant, en souhaitant que cet utilisateur ponctuel, s'il a juste une virgule à changer, ben on va pas lui demander de se créer un compte, on va pas lui demander de s'authentifier, on va pas lui demander quoi que ce soit, on va juste lui proposer un parcours le plus simple possible pour qu'il puisse changer la virgule, envoyer la proposition de modification et tout ça dans l'attente d'une validation. Et la deuxième casquette, c'est celle du responsable du jeu de données, c'est-à-dire une collectivité qui produit un jeu de données et qui a envie d'avoir la main dessus et de bien contrôler ce qui est intégré ou pas dans ce jeu de données. Le cas d'usage qu'on a essentiellement, c'est que en général, enfin les gens avec qui on a travaillé jusqu'à maintenant, hubs d'inclusion numérique, des hubs qui recensent des tiers-lieux, des think tanks qui recensent des ressources, des projets, c'est qu'en général ces personnes-là, euh, bah, dans les services chargés de valoriser ces données-là, finalement, il y a assez peu de personnes qui sont en charge de faire ce travail-là et qu'elles ont en général plein de choses à faire. Et donc, elles disposent d'assez peu de temps finalement pour mettre à jour elles-mêmes les données. Donc, il fallait trouver une manière que ces personnes qui sont responsables de publication du jeu de données, elles puissent mettre à disposition un premier jeu de données et que leur propre communauté plus ou moins élargie puisse contribuer à ce jeu et de bien distinguer ce qui est de l'ordre de la contribution ponctuelle qui demande à être modérée et la responsabilité, parfois la responsabilité légale de la part du producteur initial du jeu de données qui, lui, doit garder la main sur le jeu. Donc ça passe par ce parcours-là et donc, je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure comment ça marche en, en, en animé. Dernière petite ou grosse fonctionnalité, quand on veut faire de la visualisation, on peut trouver intéressant d'avoir une variété de modes de visualisation. Et donc là, ce qu'on a cherché à faire, c'est que dans le même outil, pouvoir embarquer à la fois une visualisation de type tableur, visualisation de type cartographique, mais aussi des data visualisations de type graphique. Je vous en montrerai quelques exemples, mais là encore, comme avec la cartographie, il s'agit de visualisations qui sont complètement configurables, personnalisables en fonction du jeu de données.
Là, je vous montre cette slide-là qui fait des agrégations par rapport à un jeu de données initial qui est celui des données de l'Observatoire de l'Open Data par Open Data France. Et donc, on peut regrouper des familles d'acteurs en fonction des tags qui sont indiqués des étiquettes qui sont indiquées dans le jeu de données initial et rendre ces visualisations interactives grâce à des boutons de filtre et de sélection. Tout ça, c'est le but, c'est qu'à partir de toujours le but de donner de l'intelligibilité derrière les données, parce que en faisant ces regroupements, finalement, on peut d'une manière un peu plus visuelle explorer ce qu'il y a à l'intérieur d'un jeu de données et aider au pilotage qu'il peut y avoir derrière une politique publique qui s'appuie sur cette data. Donc voilà, en fait, là, on peut voir un petit aperçu des différents modes de visualisation qui peuvent exister à date. Donc en haut à gauche, la vue tableur, à gauche en bas, des vues de type cartographique, des vues de type un peu catalogue, comme en haut à droite, et des vues de type graphique, DataVis, comme on en voit en bas à droite. Je reviens un petit moment sur le fait que c'est un widget. Donc là, l'idée principale, c'était de dire si on arrive à faire ça pour un jeu de données et un acteur en particulier, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir augmenter la visibilité de ce travail fait sur les données. Et pour augmenter cette visibilité, ce qu'on peut proposer en tout cas sur Internet, c'est que des acteurs puissent, les acteurs de sa propre communauté ou des acteurs institutionnels ou des gens intéressés puissent facilement réintégrer tout ce travail-là sur leur propre site ou sur des sites qui ont vocation à augmenter la visibilité de cette visualisation. Donc là, par exemple, le cas sur lequel on peut revenir, on a un hub régional d'inclusion numérique. Donc c'est un acteur qui est en charge de produire ce jeu de données. Et bien, il a tout intérêt que ce travail de recensement soit visible aussi sur des sites institutionnels cousins, parents, comme le site de la région, comme le site, je sais pas moi, de la NCT. Je prends des exemples comme ça, un petit peu au pif, ou bien même sur les sites partenaires, sur les sites partenaires dans son réseau local, c'est-à-dire que les lieux eux-mêmes ou des acteurs plus locaux puissent reprendre en l'état tout ce travail-là sans que ça leur coûte un bras. C'est-à-dire qu'ils puissent vraiment faire un copier-coller et qu'il n'y ait pas besoin pour eux de se créer ou des comptes ou d'apprendre comment marche un widget techniquement, qui est juste un simple copier-coller à faire pour avoir exactement toutes ces fonctionnalités-là reproduites sur un autre site. Le tout, c'est à la fois un enjeu de meilleure visibilité des données, mais aussi dans le travail de mise à jour, qu'on puisse multiplier les lieux, les sites où on peut contribuer à ces données-là avec le système que je vous ai montré auparavant. Je fais une petite incise à ce niveau-là sur la question des standards. Un des autres enjeux qu'on a rencontré dans ce travail avec les lieux d'inclusion numérique et avec les tiers-lieux, etc., c'est que ce qui se joue à l'échelle nationale peut avoir des impacts sur comment on recense, comment on fait ce travail de recensement à l'échelle plus locale. Et par là, j'entends qu'il y a des bonnes pratiques, des outils méthodologiques aussi, qui sont à considérer quand on a envie de faire de l'open data, notamment la question des schémas de données. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un schéma de données? C'est tout bêtement, quand vous avez un tableur, vous avez des noms de colonnes. Là, en l'occurrence, si vous voyez, il y a ID underscore ODF, orga, thématique. En fait, tous ces noms de colonnes, eh bien dans un tableur normal, on va dire, voilà, ça c'est le nom, point barre.
Dans le cas où on a envie de rendre ces données interopérables, c'est-à-dire qu'elles puissent être réutilisées le plus facilement possible, soit par d'autres acteurs à l'échelle locale, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des données produites à l'échelle d'une région qui soient, on va dire, compatibles avec des données produites sur une autre région, ou alors dans le cas où un acteur national a envie d'agréger tout ce qui se produit sur l'ensemble des territoires, bah, on a besoin d'un modèle de données, c'est-à-dire de dire, bah, on a besoin, pour parler de lieu d'inclusion numérique, d'avoir cette colonne qui s'appelle sirène, numéro de sirène. On a besoin de savoir que cette colonne, elle est de type nombre, qu'elle est de type chaîne de caractères, etc. Enfin, on a besoin de structurer un petit peu, avoir un tronc commun pour pouvoir, on va dire, qualifier ces jeux de données et les rendre plus facilement interopérables. Pour ça, il y a des standards internationaux. Donc, les standards de frictionless sont des standards internationaux, notamment le standard Table Schema, qui permet en gros de dire comment on fait pour renseigner toutes ces informations sur justement le type d'une colonne, ce qu'elle peut contenir, ce qu'elle a le droit d'avoir ou pas. Et donc ça, on peut l'avoir dans un fichier à part, fichier qui peut être justement adossé, enfin qui peut servir de support pour un jeu de données particulier. Donc on peut avoir un fichier, un tableur, et lui associer un schéma, et du coup avoir tout ça mixé, entre guillemets, dans DataMu. La, c'est une présentation un peu courte pour laisser un peu du temps aux questions ensuite. Mais pour finir un petit peu sur cette présentation, on envisage vraiment le développement de cet outil comme un logiciel libre, c'est-à-dire qu'à la fois on ouvre le code source, donc vous trouverez là sur ce lien gitlab.com /multi-coop/datami. Mais pour que ce soit, comme je vous disais au tout début, le plus libre possible, c'est-à-dire que les personnes en arrivant sur le code puissent s'en emparer le plus facilement possible, on travaille aussi à fournir la documentation technique, de mettre des tutoriels dedans, de mettre enfin, tout le manuel d'utilisation dont il y a besoin pour l'installer, l'utiliser localement, l'utiliser de manière complètement souveraine, d'avoir des exemples, d'avoir enfin tout ce dont on a besoin pour le mettre en place. Et la coopérative, qui est donc multi, nous on cherche vraiment à se positionner plutôt comme accompagnateur ou formateur, faire plutôt du conseil autour de tout ce qu'il peut y avoir en amont ou en aval d'un projet de valorisation de données, c'est-à-dire en amont pour sensibiliser à ces notions de schéma de données, pourquoi c'est important quand on fait une politique d'open data, quand on commence une politique d'open data, pourquoi techniquement il y a des choses à respecter, mais que c'est pas non plus le plus compliqué du monde, il faut juste s'y mettre. Et en aval, de sensibiliser justement sur l'importance de pouvoir communiquer sur un travail autour des données, quel que soit l'acteur, la collectivité, pour justement mettre en exergue le fait que un tableur, ça a une valeur d'usage, ça a une valeur pour les usagers, pour les citoyens, ça a une valeur aussi pour rendre compte d'une politique publique, et que tout ça, c'est beaucoup plus, on va dire, simple à communiquer dessus quand on a des outils de visualisation et d'exploration que quand on a des tableurs bruts. Donc voilà. Donc globalement, il y a 3 familles d'usages qu'on a plus ou moins identifiés avec cet outil. Il y a la question du partage des données, de leur valorisation et de leur ouverture.
il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont donc embarquées dans Datami. Je vous en cite là quelques-unes, mais on pourra y revenir dans les moments de questions. Et donc l'édition, la contribution, la modération, tout ça, je vous en ai parlé avec le process, enfin le parcours de contribution. L'intégrabilité du widget, c'est-à-dire le fait que ce soit partageable sur plein de sites différents. Dans la valorisation, donc la data visualisation, le fait vraiment que ce soit personnalisable selon un jeu de données. Il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas tellement attardé, mais il y a l'option du multilingue qui peut servir en fonction des publics ou de l'échelle à laquelle on a envie de travailler avec des données. Le fait que ce soit gratuit, ça permet d'aider à valoriser parce que c'est plus simple de réutiliser des outils gratuits plutôt que des outils payants, c'est un frein en moins. Et dans l'ouverture, dans l'ouverture du code source, donc que ce soit open source, le fait que ce qui fonctionne derrière pour pouvoir maintenir toutes ces données-là permet une sécurisation de qui a des droits sur les jeux de données ou pas. Le fait de pouvoir ouvrir des jeux de données respectant un schéma, ça c'est assez important. Alors là, je ne savais peut-être pas trop où le mettre, mais on peut aussi avoir des indications de trafic, de trafic comme on aurait sur Google Analytics. Et là, pour les Analytics, on utilise Matomo, qui est l'équivalent de Google Analytics, mais en logiciel libre. Et on tient aussi à remercier tous nos soutiens qui nous aident à améliorer l'outil de manière assez itérative au fur et à mesure qu'on met en place des nouvelles visualisations sur des nouveaux jeux de données. Justement, ça nous aide de manière incrémentale, comme ça, à améliorer l'outil qui est en développement continu. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Et voilà, donc ça c'était la fin de la présentation. Et puis je me permets juste de passer sur le site. Et sur le site, tout ce que je vous ai raconté, vous allez pouvoir le retrouver directement jouer avec sur le site vitrine. Et donc vous allez pouvoir trouver en exemple phare là, sur le site vitrine les mêmes choses que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cet outil de cartographie qui permet en gros d'arriver sur des lieux, d'ouvrir des fiches détaillées, de faire de la recherche dedans, de changer de mode de visualisation, passer en tableau, passer en mode data visualisation, voir des listes de fiches. Voilà tout ce que je vous ai montré, pouvoir filtrer tout ce qu'il y a dans le tableur en fonction de filtres de sélection qu'il peut y avoir ici. Voilà, donc là, on filtre les données et de pouvoir passer en mode contribution, édition grâce à cet outil-là que vous voyez, enfin ce bouton que vous voyez en haut à droite. Et donc là, quand on passe en mode édition, ce qui se passe, c'est que on a on a accès du coup à l'ensemble du jeu de données. On peut changer des choses à l'intérieur et envoyer la contribution. Donc on vient de changer une entrée dans le jeu de données. On clique sur envoyer sa contribution. On a accès donc à comment ça s'appelle à un petit dialogue ici juste avant d'envoyer la contribution qui permet d'envoyer un message au propriétaire des données pour lui dire en gros je m'appelle Julien, j'ai vu qu'il y avait une erreur à cet endroit-là et j'aimerais changer les infos ici. Le but ici, c'est vraiment de recréer un peu un lien plus humain entre des gens qui produisent des données et des gens qui y contribuent. C'est-à-dire qu'en général, soit quand on est plusieurs à travailler sur un jeu de données, les gens se connaissent, on fait partie du même service, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu d'humanisation de la donnée. Mais là, on est dans un cas où on cherche à ouvrir la contribution à n'importe qui.
Quand je dis n'importe qui, ça peut être bien intentionné comme ça peut être mal intentionné. Donc il faut pouvoir créer des filtres entre qui contribue de manière ponctuelle, de manière bienveillante, et qui contribue comme un robot, enfin des robots ou qui contribue et fait mal son travail. Donc il faut pouvoir avoir ce moment de modération, et pour les gens qui font ça dans une optique bienveillante, qu'ils puissent laisser un message de la manière la plus simple possible, et que s'ils ont envie, qu'ils puissent ajouter leur email, s'ils ont envie que la personne qui va recevoir la contribution puisse répondre directement, et du coup de rendre ça plus sympa en fait. Et quand on appuie sur envoyer, ce qui se passe, c'est que tout bêtement, la contribution va être envoyée sur le jeu de données, et garder, on va dire, garder en mémoire pour le temps que le responsable du jeu de données puisse la valider ou pas. Là, en gros, on est allé au bout là du parcours de contribution qui est vraiment qu'on a essayé vraiment de réduire au maximum de manière assez volontaire en termes de travail du X. On a vraiment eu beaucoup de on va dire d'aide de la NCT sur justement ces questions de design, parce que c'est vraiment l'enjeu principal. Euh, Sachant que finalement techniquement finalement c'est assez compliqué de créer un système qui permet à la fois de versionner, de garder trace de toutes les modifications, etc., tout en ayant une approche très ergonomique, très simple pour un utilisateur novice. Donc, s'il y a des questions sur les aspects techniques, je pourrais y revenir, mais l'intérêt vraiment de ce qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, ces modifications, elles sont sauvegardées. Tout l'historique des modifications est sauvegardé sur une plateforme qui est faite pour ça, qui est sur la plateforme de votre choix qui est faite pour ça, qui s'appelle GitHub ou GitLab, qui permet justement cette, cette, cette possibilité d'ajouter des modifications sans interférer sur le dossier source tant qu'il n'y a pas une validation. Donc on est allé à peu près au bout de la démo. Il y a donc les modes de visualisation d'un jeu de données. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs jeux de données dans un même widget, c'est-à-dire que là on a deux tableurs, un schéma, donc un fichier JSON, ici un fichier texte au format Markdown. Tout ça, puis je vais vous montrer la toute dernière petite chose, c'est que on a un certain nombre d'options supplémentaires qui sont ici. Donc la possibilité de copier-coller le widget en cliquant juste sur ce bouton ici, et ensuite on peut le copier-coller sur une page HTML. On a un petit bouton qui permet de recharger le fichier, de le télécharger. On a un bouton qui permet de changer le jeton d'accès. Donc c'est ce jeton qui est là par défaut, qui permet de créer des contributions sans que la personne ait à se connecter, mais elle a le droit de changer de jeton si elle est plus au fait des conditions techniques dans lesquelles se passe la contribution. On a, bon ça je vais pas y revenir tout de suite, on a un outil pour voir l'outil en plein écran. Le changer de branche, s'il y a des questions dessus, je pourrais y venir. Sur les questions d'accessibilité, on a aussi travaillé sur un mode sombre, c'est-à-dire un mode qui accentue les contrastes pour les personnes en situation de déficience visuelle. Pour l'instant, c'est expérimental. On a encore quelques petits soucis sur lesquels on travaille justement en termes d'affichage. Et le multilingue est ici. Le multilingue est ici, permet de changer la langue de tout ce qui est non spécifique au jeu de données, c'est-à-dire toutes les bulles d'aide, tout ce qui a trait aux fonctionnalités incorporées dans Datami. Et dernière petite chose,
dernière petite chose, toutes les informations que vous avez toutes les informations nécessaires à connaître pour reproduire le jeu de données, pour aller récupérer le jeu de données ou tous les fichiers qu'il y a autour, se trouvent dans cette fenêtre-là, donc les informations sur les fichiers. Donc le fichier est disponible ici, son schéma est disponible ici, ses propriétés particulières sont là, la configuration des data visualisation, la configuration de la cartographie, tout est disponible en cliquant sur ce bouton d'information. Le but étant vraiment de travailler sur une réplicabilité de l'outil, mais aussi de ces données. Je vais peut-être m'arrêter ici, vous inviter à consulter soit le site vitrine ou le site de documentation si vous avez plus de questions à l'avenir sur justement l'outil lui-même. Mais surtout, pour le moment, immédiatement, là, si vous avez des questions, soit de les poser dans le chat, soit vous pouvez ouvrir votre micro, vous présenter, et puis la poser directement, parce que nous, ça nous intéresse beaucoup d'avoir justement ce moment d'échange. Donc je m'arrête là, merci pour votre écoute, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à demander d'ouvrir votre micro à Vincent, ou alors de les poser directement dans le chat. Il y avait déjà une première petite question, Julien, qui s'est posée tout à l'heure dans l'onglet questions. C'était pour savoir si on enverrait les diapositives après la présentation. J'ai dit que bien sûr. Donc voilà. Oui, bien sûr. Il y a de nombreuses personnes qui sont friands de récupérer ce support de présentation. On trouvera rapidement une manière aussi de partager cette présentation directement sur le site vitrine, histoire qu'elle soit accessible. Alors, non, c'est pas une intégration sous forme d'iframe, c'est un composant web. Donc en gros, alors je vais essayer de retrouver ça dans la documentation, mais ce qui se passe, c'est que stratégie d'installation. Donc en fait, c'est pas une iframe, c'est un widget qui permet de copier-coller un bloc HTML sur un site. Alors, je vais essayer de retrouver ça dans la documentation. Je ne l'ai plus exactement en tête. Intégration dans un site, je crois. Donc en gros, ça ressemble à ça, finalement. C'est un bout de HTML, comme vous pourriez avoir quand vous faites copier-coller, vous allez retrouver dans votre presse-papier un bout de HTML qui ressemble vraiment à ça et qui peut être plus verbeux, ça dépend de la quantité de spécifications dont vous avez besoin pour un site, pour un widget en particulier. Mais en gros, quand vous voulez intégrer Datami à votre site, vous intégrez ce bloc de HTML directement dans votre page HTML. Donc c'est pas exactement une iframe, c'est composé en deux parties. Il y a la première partie qui est le bloc, on va dire, la balise HTML qui porte le nom du widget. Donc là, en l'occurrence, c'est Datami file, qui donne un titre, qui va aller chercher le fichier sur lequel vous avez envie de travailler, qui va donner un certain nombre d'options sur comment il faut afficher ce fichier-là. Il y a des choses qui sont ici, mais dont il n'y a pas forcément besoin, qui sont le token d'utilisateur qui permet justement de contribuer à ce fichier-là. Là, on rentre dans des considérations un peu techniques, mais s'il y a plus de questions, je pourrais revenir dessus. Là, il n'y en a pas forcément besoin, parce qu'il y en a un par défaut.
il y a quelle langue on a envie d'utiliser. Tout ça, c'est documenté dans la partie vraiment documentation widget par widget. Et dernier, il y a le bloc de script qui va aller justement récupérer le bout de script dont il y a, d'ailleurs il faudrait que je mette à jour ici, ça a changé de nom, mais il y a un bout de script qui va permettre de passer d'un bloc HTML comme ça à ce que vous avez vu ici. Donc à ça. Alors est-ce que ça répond à votre question? Bon, si donc je peux peut-être, enfin en attendant la réaction de Monsieur Baptiste Tivand, Nickel. J'ai vu dans le chat que ça ouais, répondait bien à sa question, ouais. ouais. Super. Est-ce qu'on peut faire des cartes choroplètes? Bah, c'est le but. C'est le but. Là, en l'occurrence, l'exemple que je vous montre là des données de l'observatoire, en soi, c'est une carte, enfin, un des calques, enfin, plusieurs des calques sont du coup des cartes choroplètes. Donc, là, qu'est-ce qu'une carte? Enfin, oui, on va peut-être faire un petit incise, mais en gros, une carte choroplète, c'est une carte qui permet de colorer des surfaces en fonction d'un nombre, enfin d'un nombre qu'il y a ou d'une valeur qu'il y a. Et là, ce que vous voyez ici sur la carte des données de l'observatoire, c'est justement le fait que plus il y a de lieux sur un département, plus la couleur est foncée. Donc là, plus de 30 organisations par région ou par département, c'est coloré par cette couleur-là. Et donc, en fait, tout ça, c'est des éléments de configuration. Sur donc cette possibilité-là, elle est embarquée. On a des cas d'usage qui arrivent là et sur lesquels on travaille aussi, qui sont des cas où la couleur se règle en fonction d'un chiffre directement venu du tableur, alors que là, c'est une espèce d'agrégation qui se fait à la volée, qui va calculer automatiquement combien il y a de lieux sur tel et tel département. Donc on a ces cas d'usage et on est en demande d'avoir plus de cas d'usage justement pour pouvoir consolider ce type de fonctionnalité. Dans la partie calque, il y a aussi d'autres options de visualisation qui sont des options de type cluster, c'est-à-dire de regrouper des points sous la forme de bulles, quoi, qui géographiquement permettent, enfin bon, ça a un autre intérêt, sous la forme de radar aussi. Et voilà. Donc voilà, les cercles proportionnels, en gros c'est la fonction cluster qu'on peut avoir et qui là aussi est paramétrable dans les options de cartographie. Donc voilà, tous ces calques, tous ces calques qui sont visibles sur la carto sont tous paramétrables. Je voulais répondre à la volée, du coup, à la question sur les EPCI. Dans les exemples, on a un widget qui a été configuré pour des données en Occitanie. Et là où il y a des GeoJSON des EPCI, si je me souviens bien, on peut ajouter. Alors, je vais peut-être enlever ça parce que finalement, c'est pas forcément visible. Euh, Donc là, on a des GeoJSON supplémentaires à ceux de département et de région. C'est un GeoJSON des EPCI sur cette région en particulier. Donc on peut vraiment ajouter les éléments en termes de cartographie dont on a besoin parce que finalement, je crois pas qu'on les ait rajoutés sur Montpellier, mais en tout cas sur Toulouse, c'était la demande de, de l'acteur, en tout cas, de pouvoir avoir cette information-là
en cartographie. Hop, je reviens à la page d'avant. Le paramétrage des filtres. Alors, je sais pas, je te laisse choisir l'ordre dans lequel on prend les questions. Là, j'essaie de répondre à la réponse des EPCI. Alors, le paramétrage des filtres se fait aussi dans le widget lui-même. C'est-à-dire qu'en fonction des données qu'on a, là, par exemple, on a des données qui contiennent un certain nombre de colonnes. Il y a certaines colonnes qui sont filtrables, d'autres non. Mais là, en l'occurrence, on avait juste envie de pouvoir filtrer par type d'organisation, plateforme et département. Donc, c'est-à-dire cette colonne-là, donc qui a pour titre, qui a pour libellé plateforme underscore clean, mais qui a pour titre plateforme. Donc, c'est ce filtre qu'on va trouver au milieu. On va avoir envie de pouvoir filtrer par type d'organisation, donc cette colonne-là. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que ces colonnes sont de type tag, et que pour filtrer, c'est quand même plus pratique de pouvoir filtrer quand on a des tags indiqués. Et donc, voilà, ça fonctionne de cette manière-là, au niveau fonctionnel. Et au niveau du paramétrage, il y a un certain nombre de choses qui sont indiquées dans la documentation technique. Alors, ça fait partie des options. Donc, on définit en gros quelles sont les colonnes qu'on peut utiliser pour filtrer justement dans cette partie de paramétrage du widget. Voilà. Donc, s'il y a plus de questions, on pourra, sur ce point précis, on pourrait y revenir. Mais je voulais peut-être prendre quelques questions supplémentaires, à moins que trop de... Alors, est-il possible de faire varier le mode de représentation, faire des cercles proportionnels par exemple? Je crois qu'on y a plus ou moins répondu tout à l'heure, mais en gros, sur la cartographie, on a effectivement cette possibilité de configurer et d'activer justement ce mode de représentation, là, les cercles proportionnels, et de choisir les couleurs, les conditions auxquelles ils s'agrègent, à quel niveau de zoom on peut voir ces cercles-là. Enfin, tout ce qu'on peut faire en termes de configuration de la cartographie, on peut le faire comme ça. Quelles sont les briques techniques? Carte, tableur. Alors, les briques techniques. Alors, l'ensemble des briques techniques sont open source, qu'il s'agisse de la data visualisation, de la cartographie, du framework général technique. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, j'essaie de garder à jour l'ensemble des infos sur le logiciel. Voilà. L'information sur justement toutes les briques, d'arriver à bien sourcer d'où elles viennent à ce niveau-là. Donc c'est un outil qui est développé en Vue.js pour les connaisseurs, qui utilise un certain nombre de librairies complémentaires qui sont Vue Custom Element, qui permet en gros d'utiliser ça sous forme de widget, d'un framework CSS qui permet en gros de faire en sorte que l'outil soit responsive, c'est-à-dire qu'il puisse s'adapter en fonction de la taille des écrans, des icônes, etc. Ceux que j'ai pas encore eu le temps de rajouter dans la documentation ici, c'est les librairies de cartographie et les librairies de data visualisation, qui sont respectivement MapLibre, donc qui est un outil de cartographie un peu équivalent à Leaflet, mais qui fait, pour des raisons X ou Y, je fais ce choix-là. MapLibre, c'est intéressant comme outil parce que c'est un dérivé libre d'une librairie qui fonctionnait très bien, mais qui est devenue propriétaire, qui s'appelle Mapbox GLJS.
Et donc, l'intérêt à l'époque, ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, avec Maplib, on est à peu près sûr de ça, c'est qu'en termes de performance, ça s'appuie sur le langage WebGL, donc ça permet d'afficher des milliers, voire il y a même des exemples avec des, enfin pas qu'on n'a pas mis en place nous, mais qu'on voit traîner sur les réseaux avec des millions de points, de polygones affichés dans une carte map libre. Là, il y a un enjeu de performance et de pouvoir s'adapter à des jeux de données qui sont au-delà du millier ou de la dizaine de milliers ou de la centaine de milliers de points, chose que MapLibre permet. L'autre outil, donc, c'est Apex Chart qui permet justement d'avoir un catalogue très très large de types de visualisation. Donc là, on a une vue sous forme des vues un peu standards, mais on peut avoir des vues un peu moins standards et assez intéressantes, des formes de tree map. Enfin, il y a tout un, un catalogue de types de visualisation possibles avec Apex Chart qui nous a semblé assez intéressant parce que justement, comme l'idée de Datami, c'est de pouvoir configurer tout ce qu'on veut, y compris les visualisations. Là, on avait vraiment une grande richesse de types de visualisation et donc, en fonction du jeu de données, des volontés de la personne qui a envie de valoriser un jeu de données, on peut choisir comme ça très précisément quelle visualisation on a envie, besoin. Euh, alors, combien d'entités, points ou polygones pouvons-nous afficher sur la carte sans que cela impacte les performances? Comme je vous disais, là, on a eu des tests historiquement jusqu'à des dizaines de milliers de points où ça fonctionnait relativement correctement. Au-delà de la dizaine de milliers, on peut se poser des questions et là, il y a des enjeux de développement de performance qu'on peut intégrer dans la roadmap. Il y en a certains de ces enjeux-là sont déjà intégrés dans notre feuille de route à titre exploratoire, mais pas encore développés. On attend des cas d'usage et je pense que ça sera intéressant que éventuellement, si des gens se présentent ou nous contactent directement, d'aller explorer des cas d'usage limites. Parce que justement, c'est tout l'enjeu de cet outil-là qui puisse devenir vraiment un peu passe-partout, quels que soient les jeux de données. Au-delà des millions de points, j'imagine bien que un outil comme ça serait pas forcément adapté, à la fois techniquement, mais aussi visuellement. C'est-à-dire que quand on est dans des problématiques vraiment de big data ou vraiment de données très très lourdes, il y a des outils plus adaptés. Là, on est vraiment dans un outil où finalement, il a un périmètre fonctionnel assez précis, c'est-à-dire il a vraiment pour but de simplifier la vie à des acteurs qui produisent des jeux de données, on va dire, assez communs, mais qui n'ont pas vraiment tous les moyens humains, financiers ou de temps pour le valoriser correctement. Mais des jeux de données comme sur lesquels tout le monde travaille chaque jour, c'est-à-dire ça peut faire des centaines de lignes, des milliers de lignes, mais au-delà, en général, quand on passe les milliers ou les dizaines de milliers de lignes, les gens qui travaillent là-dessus, c'est plutôt des data scientists ou des experts. Là, on s'adresse vraiment à un grand public de décideurs et de collectivités plutôt qu'à un public trop technicien. Alors, quelle question on peut prendre ensuite? Les données géographiques de référence proviennent nécessairement de plateformes open data ou est-il possible de connecter des bases de données maison ou déposer des GeoJSON? Alors, les données géographiques de référence proviennent d'où vous voulez. Et donc les données que vous voulez afficher sur une carte ou les données tout court proviennent d'où vous voulez. En fait, on a un
petit souci de recharge rafraîchissement. Donc là, les données que vous voyez ici, par exemple, sur cet exemple en particulier, on va pouvoir retracer d'où elles viennent dans ce fichier. À la fois, l'outil cartographique, c'est quand même l'outil le plus complexe qui puisse exister en termes de valorisation de données. C'est-à-dire qu'il faut à la fois les données d'origine, qui sont le tableur. Donc ça, c'est vos données de départ. Et quand vous voulez que sur cette carte, il y ait à la fois des régions, des départements, des EPCI, ou que sais-je encore, on peut très bien imaginer que vous ayez des GeoJSON qui indiquent les contours de nappes phréatiques, si vous travaillez sur des données relatives à la pollution des sols, ou alors des données relatives à des lignes de chemin de fer, avoir des GeoJSON qui retracent justement tout un, on va dire, le parc ferroviaire, enfin pas le parc ferroviaire, mais les lignes de train qu'il peut y avoir sur un lieu, sur une région précise. Tout ça, en fait, ça vient d'où vous voulez, parce que le paradigme de cet outil, c'est vraiment de dire, Datami sert à récupérer des données et à les afficher, mais ça les stocke pas. Le stockage des données se fait soit sur GitHub, soit sur GitLab. Donc, par exemple, là, le fichier d'origine, il est sur GitHub, mais il pourrait très bien être sur GitLab. Donc, en fait, c'est sur GitHub ou GitLab qu'on stocke les données. Ça sert en gros de back-office / back-end de l'outil. Et donc, du coup, ça veut dire que, quelles que soient les choses que vous voulez afficher, vous pouvez les stocker ailleurs. En l'occurrence, là, les fichiers de GeoJSON des régions ou des départements viennent d'un dépôt de code d'un géographe qui tient ça à jour. Et donc c'est pas Datami qui contient, on va dire, ces données-là, c'est externalisé. Tout ce qui est stockage des données se fait à distance. Donc on peut effectivement connecter avec des bases de données maison, c'est vraiment le but, c'est que vos données, votre tableur, il est entre guillemets là, il est déposé ici sur pardon. Donc là il est pardon, excusez-moi, hop. Donc on va dire que vos données d'origine, elles sont déposées ici. Donc là, en l'occurrence, c'est sur GitHub, mais ça pourrait être sur GitLab. Donc vos données sont là où vous voulez. Et donc ce qui permet la contribution grâce à GitHub et GitLab. Et pareil pour vos données de schéma. Les données de schéma, elles sont aussi sur un repo. Vos données de configuration, de datavis, de propriété, etc., elles sont aussi stockées sur GitHub ou GitLab. Et donc là, par exemple, là, les settings la configuration de la carto, de cette vue ici, des données de l'observatoire, donc la cartographie ici, toutes ces données de configuration, finalement, ces informations sont stockées ici. Là encore, on est sur le fichier de configuration le plus compliqué qui puisse exister dans Datami, parce qu'il y a pas mal de choses à indiquer, notamment où sont les fichiers sources, qu'est-ce qu'on fait avec les fichiers sources, comment on fait les jointures pour avoir les bonnes couleurs au bon endroit, quel type d'interaction on veut sur un point, qu'est-ce qu'on veut afficher, etc. Mais voilà, sans plus rentrer dans le détail, tout est externalisé. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? J'en vois au moins deux autres. Y a-t-il une possibilité de tuilage des données pour bénéficier de chargement progressif? Alors, il faut peut-être falloir préciser un petit peu la question. J'avoue que je comprends pas trop. Tuilage des données, c'est-à-dire alors, je sais pas si la personne en question, Benjamin Marguin Esparbès, veut bien prendre la parole pour compléter un petit peu cette question. Oui, les tuiles vectorielles, oui. Alors, les tuiles vectorielles, c'est une possibilité qui est
offerte par MapLibre, donc la solution qu'on utilise pour les fonds de cartes. Moi, j'entendais la question de plusieurs manières. Donc, il y a effectivement euh, le fait de pouvoir se brancher la cartographie sur des serveurs de tuiles vectorielles. Donc ça, c'est possible avec MapLibre. Ensuite, il y a la question du tuilage des données pour avoir du chargement de plusieurs fichiers les uns après les autres. Ça, c'est un ticket qu'on a dans notre feuille de route, mais qu'on n'a pas encore développé. Donc la partie vraiment fond de carte, ça c'est déjà là, parce que ça fait partie des possibilités offertes par MapLibre. Mais la partie vraiment data maison, pour pouvoir les charger de manière euh, progressivement, ça on n'a pas encore eu le cas, mais ce serait intéressant de s'y pencher. Est-ce qu'il y a des questions à laquelle on n'aura pas répondu? Euh, alors, il y avait la question d'Olivier de Villers qui posait la question de l'échelle IRIS, EPCI. On a un peu répondu à cette question-là auparavant, mais effectivement, il y a cette possibilité d'injecter dans la cartographie tous les éléments qu'on veut, si on a des GeoJSON à disponibilité, enfin à disposition, pardon. Comme je vous ai montré avec l'exemple de Rhinoc, donc des lieux d'inclusion numérique en Occitanie, on avait besoin d'injecter dans la carte des GeoJSON de PCI. Et donc, oui, on peut ajouter cette couche-là dans la liste des, euh, des couches de cartographie dont on a besoin. Je ne sais pas si je oubliais des questions. Est-ce que Vincent, tu veux... A priori, de ce que je vois, toutes les questions qui ont été posées ont eu une réponse. Ah, il y en a une nouvelle. de Baptiste Stevens. Quel futur pour Datami? Comptez-vous essayer de créer une communauté d'utilisateurs pour faciliter son adoption et sa maintenance sur le long terme? Alors oui, c'est bien sûr quelque chose qui nous tient à cœur dans l'optique de développer un outil libre. Alors il y a plusieurs, de toute façon le devenir des logiciels libres en général ça pose la question du modèle économique, de l'énergie qu'on peut y mettre. Dans un futur immédiat, jusqu'à début 2023, on continue à travailler de conserve avec l'ANCT pour justement donner un petit peu plus de visibilité à cet outil auprès des collectivités, parce que on pense et on croit que il y a une utilité pour des acteurs publics d'utiliser un outil libre comme ça de valorisation de données. Notamment pour des questions on va dire de mise en œuvre de la loi pour une république numérique, de simplifier cette mise en œuvre, de simplifier en termes de qui est un outil partagé, qui coûte pas cher, qui n'ait pas besoin pour cet outil de mettre en place des serveurs dédiés, etc. Donc pour des considérations techniques, financières, on a envie de continuer à faire connaître cet outil-là auprès des collectivités, de multiplier les cas d'usage. Donc si vous êtes une collectivité et que vous posez la question de comment que vous savez que vous avez des tableurs qui auraient vocation à être visibles par le public, nous, on est à la recherche active de nouveaux cas d'usage. Donc, si vous avez ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander comment on fait, est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner, qu'est-ce que vous conseillez de faire. Donc, on est là pour ça. Donc, là, dans un futur immédiat, le projet Datami, c'est essentiellement trouver des nouveaux cas d'usage, des nouvelles déclinaisons de l'outil, des nouvelles instantiations, etc. Dans un deuxième temps ou en parallèle,
il y a la question justement et du modèle économique et de la communauté de contributeurs au code. Le modèle économique actuellement, c'est public money, public code. Donc on reçoit de la subvention publique, le code est ouvert et de toute façon, ce qu'on fait chez Multi, on fait de l'open source, on travaille sur de l'open data. Donc on a vocation à continuer à développer ça en ouvert, mais ce qui pose la question justement sur l'aspect technique des futurs développements. Donc on est à la recherche aussi de nouveaux cas, de nouveaux appels à projets pour pouvoir continuer dans les développements de Datami qui sont nécessaires à moyen terme, notamment l'aspect un peu back-office, là parce que c'est vraiment un outil très orienté grand public, et on a quelques développements à faire aussi pour améliorer justement la gestion des contributions du côté responsable du jeu de données. Donc on est à la recherche d'appels à projets ou de cas d'usage qui nécessiteraient de mettre un petit peu de moyens dedans. Et pour ce qui est de la communauté de contributeurs, les communautés de contributeurs aux données, on essaie de faire en sorte que ça simplifie le lien entre un responsable d'un jeu de données et sa propre communauté de contributeurs, mais ça finalement c'est quelque part dans le périmètre de son métier à lui. Les contributeurs au code, c'est une autre paire de manches parce que justement il y a des nécessités de compétences techniques, d'embarquement, de familiarisation au code source qui se posent quand il s'agit de contribuer au code source, et choses sur lesquelles on travaille également, mais d'une manière plus en parallèle, on va dire, parce que les utilisateurs de Datami qu'on vise, c'est avant tout un grand public avec un niveau de compétences techniques relativement réduit, parce que ou parfois même très réduit, parce que justement ça a vocation à être compréhensible par tout le monde en termes d'usage. Par contre, en termes de code et on va dire, de contribution au code source lui-même, là on a besoin de développeurs, de designers, et c'est des choses qu'on peut trouver qu'au fur et à mesure qu'on a des on va dire, je trouve pas mes mots, mais des nouvelles, des nouveaux chantiers en fait, des nouveaux chantiers data. Le temps de regarder un peu dans le chat. Donc je sais pas si on avait prévu plus ou moins 1 heure et demie pour cette présentation et cette session de discussion. On peut rester un petit moment de plus s'il y a des questions supplémentaires ou s'il y a des gens qui ont envie de prendre la parole. Nous, on est assez curieux d'avoir des personnes qui viennent vers nous pour nous demander, pour nous expliquer un peu quelle est leur problématique particulière. Là, on vous a présenté Datami comme un outil en fait qui peut s'adapter à plusieurs types de jeux de données en fonction des problématiques. Là, on a listé quelques exemples, mais c'est pas exhaustif. Mais voilà, on a des données sur les tiers-lieux, on a des données sur la médiation numérique. On a aussi développé des choses pour la FabMob qui permettent en gros, un peu comme sur un tableur, d'aller récupérer des projets dans un wiki et de les afficher dans Datami et de faire du filtrage comme je vous ai montré jusqu'à maintenant. Avec l'appel à commun de l'ADEME, on a aussi joué à mettre en place la même chose, c'est-à-dire d'aller récupérer sur un wiki un certain nombre de projets. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir un grand ensemble une diversité de cas d'usage, et on souhaiterait que justement, si vous êtes une collectivité ou un groupement
de collectivité ou une association qui travaille justement sur de la donnée publique, bah, de nous, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour nous expliquer, bah, voilà, sur quel besoin, pourquoi vous avez besoin de, euh, de, de valoriser ces jeux de données. Des fois, c'est pour faire en gros du reporting à vos financeurs. Des fois, c'est plus directement pour rendre service à votre communauté d'utilisateurs. Et nous, on est assez curieux d'avoir bah, justement de nouveaux exemples sur lesquels on pourrait travailler pour pouvoir bah, justement rendre l'outil continuer à rendre l'outil plus libre, plus ergonomique, plus adapté à justement cette multitude de situations dans lesquelles on peut se trouver quand on a besoin de travailler sur des données. Je sais pas si Vincent, tu voulais rajouter un petit mot. Écoute, non, moi de mon côté, c'est tout bon. Je pense on a eu une bonne présentation et avec toutes les questions, là, on est sur une présentation assez complète. Donc, de mon côté, c'est bon. Peut-être simplement voilà, dire que, comme tu précisais à nouveau, rappeler que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont rattachés à des directions métiers plutôt dans les collectivités là. Voilà, à nouveau, rappeler que c'est Allô? infini, que ça peut être mis en place, que ce soit pour une direction de l'enseignement, pour une direction des déchets, enfin, l'ensemble des directions de métier peuvent être intéressées et concernées par ces outils-là. Donc, si vous dépendez d'une direction métier, sachez que l'outil, s'il est mis en place pour vous, peut être aussi mis en place pour d'autres personnes au sein de votre collectivité. Donc ça, c'est aussi un point assez intéressant. Voilà, donc à ce niveau-là, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. Si vous avez d'autres questions suite à la présentation, nous, on vous enverra le support et le lien d'enregistrement du webinaire, parce que comme on vous disait, cette session est enregistrée, sera diffusée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Et si vous souhaitez aussi prendre rendez-vous avec moi ou Julien pour avoir une présentation plus détaillée de l'outil ou pour commencer à réfléchir en quoi il pourrait être pertinent pour vous de l'utiliser en fonction de vos besoins, on est à votre disposition voilà, pour faire des rendez-vous, disons, en bilatéral pour réfléchir à ce genre de choses. Donc là, c'était une session où il y a eu effectivement beaucoup de questions. J'espère qu'on a vraiment couvert tout ce que vous pouviez avoir comme questionnement. Donc voilà, effectivement il y a le mail de Vincent que vous pourrez retrouver dans le chat. Il y a notre mail de contact directement sur le site de Datami, donc datami.multi.coop. Vous trouverez aussi quelques réflexions connexes à justement tout ce travail sur Datami aussi dans la partie blog, si ça peut vous intéresser, qui explique un petit peu la genèse et puis des réflexions un peu libres autour bah, justement de ces enjeux d'ouverture de données, de valorisation de données, pourquoi on a fait tel ou tel choix technique ou on va dire de design pour travailler à Datami. Juste garder en tête que bah, Datami, ça reste un projet qui est en évolution constante. Ce qui est à la fois permet de le faire évoluer, d'améliorer les fonctionnalités, d'améliorer les performances comme ça au fur et à mesure, mais aussi de laisser la porte ouverte à des besoins futurs auxquels on n'aurait pas pensé. Et pour bah, justement développer ces choses-là, bah, on n'a pas envie de les développer comme sur une table rase. En fait, on préfère vraiment à chaque itération avoir bah, des cas concrets, justement ce qui permet d'avancer dans dans l'outil, dans sa manière d'être peaufiné, avec bah, justement des cas réels, quoi.
Donc c'était le cas avec la FabHub, c'était le cas avec Open Data France, avec les lieux d'inclusion numérique. On va passer dans une phase où on fait une migration de leur carte actuelle vers Datami. Et en fait, tout ce travail de suivi sert vraiment à améliorer l'outil en continu et de mutualiser des besoins. Ça, c'est une chose assez importante, c'est qu'en fait, la manière, on va dire la gestion de projet de cet outil-là, euh, bah, et comme il s'agit d'un outil open source qui vise à améliorer, on va dire, des qualités de service public, dans leur aspect numérique, en fait, on ne peut pas se permettre de développer en imaginant tout savoir à l'avance. On a vraiment besoin d'itérer avec des cas concrets au fur et à mesure. Et on se rend compte au fur et à mesure des itérations que il y a des usages qui au départ semblaient différents d'un acteur à l'autre, qui finalement peuvent être mutualisés dans une même fonctionnalité. Alors, un truc tout bête, mais c'est exporter le jeu de données. Donc ça, tout le monde en a besoin. On s'en rend compte. Ça, c'est un exemple assez caricatural, mais il y a d'autres exemples comme ça de fonctionnalités où finalement, au fur et à mesure qu'on a des expériences différentes, eh bien, on arrive à trouver ce qui fait dénominateur commun entre plusieurs acteurs publics et bien distinguer ce qui est du dénominateur commun des besoins spécifiques. Donc voilà, on est vraiment en demande de cas d'usage et plus il y aura des cas d'usage diversifiés, plus cet outil-là continuera à être développé avec justement le maximum de finesse et de facilité de réutilisation possible. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire? J'en vois une. Le standard côté données géographiques et l'OGC, avez-vous des cas d'usage là-dessus, notamment avec l'IGN, par exemple, pour les référentiels? Alors, on n'a pas de cas d'usage pour le moment avec les standards OGC. Ni avec l'IGN, on est en discussion justement avec l'IGN pour pouvoir voir comment coupler certains de leurs projets actuels qui se passent dans la fabrique des jeux communs avec Datami, parce que c'est des gens dont on est assez proche et on aime bien avoir des discussions là-dessus. Donc il y a des choses en cours, des discussions en cours avec eux. Par contre, sur la question des référentiels, toute la question des référentiels enfin que ce soit des référentiels géographiques ou des référentiels en termes de jeux de données, de schémas de données, c'est, comme je vous disais un petit peu pendant la présentation, c'est quelque chose d'assez central dans les développements de Datami, parce que cette question d'interopérabilité, et donc plus largement des métadonnées qu'il peut y avoir autour d'un jeu de données, c'est les choses sur lesquelles on a vraiment envie d'insister, parce que c'est une condition sine qua non d'une bonne intelligence entre les acteurs nationaux, les acteurs régionaux, les acteurs départementaux, les acteurs associatifs, les acteurs privés de tout type. On a besoin d'inclure la question des référentiels, quels qu'ils soient, dans le fait d'ouvrir des données. Et c'est tellement central que il y a des startups d'État qui se créent au niveau de l'État pour justement travailler cette question des schémas. Alors il y a un site qui recense un certain nombre de schémas, je pense que c'est schéma.gouv.fr, qui sont des référentiels métiers, mais qui sont valables pour un grand nombre d'acteurs. Et en fait, dans la réflexion avec Datami, on essaie d'élargir ça à des référentiels pas forcément nationaux, mais sectoriels, et de pouvoir le permettre techniquement. J'espère que j'ai plus ou moins répondu à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Schéma.data.gouv.fr. Voilà. Après, pour ce qui est des référentiels géographiques,
Il y a deux choses. Enfin, la chose qui nous intéresse le plus, c'est l'interopérabilité de ces données-là. Et donc, il y a finalement une des conséquences que ça induit comme type de développement, c'est d'essayer de s'appuyer sur des schémas les plus standards possibles. Donc, les schémas standards, c'est pour les tableurs, les CSV, pour les fichiers de données, les JSON, pour les fichiers de texte, les fichiers en Markdown, des standards qui ne dépendent pas d'un logiciel propriétaire pour pouvoir être ouvert ou manipulé. Et dans le cas des données géographiques, les GeoJSON, ça sert quand même le plus. Et donc, à travers justement la manière dont on va dire on fabrique des GeoJSON, ça il y a 50 types d'outils qui existent, propriétaires ou ouverts, qui permettent justement de générer des GeoJSON dans les référentiels qu'on veut, dans les types de projections qu'on veut. Mais au final, il y a quand même quelques standards sur le web pour ce qui est de la cartographie, et plus généralement dans le monde du numérique, des standards de format sur lesquels on cherche à s'appuyer, parce que justement, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce type de discussion au niveau national ou européen, mais la question de la portabilité des données, donc quelque part de l'interopérabilité, c'est de trouver des standards communs. Il en existe déjà un certain nombre de standards, et du coup, il faut absolument éviter le fait de s'enfermer dans des standards que seuls quelques acteurs peuvent manipuler, parce qu'on est dans des données qui ont vocation à être en open data, donc elles doivent être ouvrables sur n'importe quel type de terminal, sans, on va dire, la nécessité d'avoir tel ou tel outil en particulier. Alors, je sais pas, il est 11h30, à moins qu'il y ait de nouvelles questions. Je me disais qu'on pourrait peut-être terminer ce webinaire qui a été très très riche en questions. Et là, je vous remercie abondamment pour justement cette abondance de questions qui était très pointue, très pertinent. Je m'attendais pas forcément à des questions aussi techniques, mais je suis étonné en bien. Je vous invite à nous contacter quand vous le souhaitez, par voie de mail ou tout autre canal que vous jugez bon. Moi, de mon côté, avant de laisser la parole à Vincent, je vous remercie grandement, Vincent, et plus largement la NCT, pour justement leur soutien, et puis le fait d'avoir organisé ce premier cycle de webinaire. On réfléchit à un second cycle. On tiendra au courant soit sur les réseaux sociaux, soit par voie de mail, pour ceux qui ont déjà été contactés par voie de mail. Et puis j'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Et à moins qu'il y ait d'autres dernières questions de dernière minute, encore merci. Et je laisse la parole à Vincent. Merci beaucoup, Julien. Et merci à tous, du coup, pour votre participation aujourd'hui. Je vois qu'il y a encore quelques personnes dans la salle. Merci pour toutes vos questions. Et à nouveau, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous transmet le lien de connexion et le support de présentation, enfin le lien du replay et le support de présentation dans les jours qui viennent. Et on est à votre disposition, voilà, pour répondre à vos questions, soit par échange de mails, soit pour caler un entretien en bilatéral, si vous jugez que ça peut être pertinent. Merci à tous en tout cas, et puis à très bientôt. Au revoir.